Nous sommes maintenant avec Monsieur Simon Boivin, qui est porte-parole de la CEPAC, qui vient nous parler des activités hivernales dont on va tous pouvoir profiter dans la région des Laurentides cet hiver. Monsieur Boivin, comment allez-vous? Très bien, merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions d'être parmi nous. J'aimerais d'abord commencer avec justement ces activités-là. Dans la région de Laurentides, on pense souvent qu'il y a des quantités de forêts incroyables, il y a des montagnes partout, mais vous, c'est quelques activités bien précises dont vous voulez nous parler? Ben, écoutez, vous avez la chance dans les Hautes-Laurentides là, d'avoir le parc national du Mont-Tremblant, qui est non seulement le plus vieux parc national au Québec, mais aussi son plus grand. Donc, dans le réseau de la CEPAC, c'est celui qui est le plus vaste, avec un territoire exceptionnel où, effectivement, en hiver, on peut pratiquer toutes sortes d'activités vraiment intéressantes. Ce qui est intéressant au Québec avec les saisons, hein, on peut le fréquenter l'été, le parc, et lorsqu'arrive l'hiver avec le couvert de neige, il prend une toute autre allure, c'est un nouveau décor. Donc, c'est évidemment un endroit exceptionnel là, pour pratiquer de la randonnée, que ce soit en botte ou en raquette, mais aussi en ski de fond. C'est un bel endroit aussi pour faire du fat bike. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance d'essayer cette Je n'ai activité-là jamais qui fait est ça, mais ça fait peur à mes chiens quand on se promène sur la piste cyclable puis il y a un fat bike qui passe avec les gros os, ça fait un gros bruit, ça fait peur à mes ça chiens. leur Donc je fait connais pas. très bien la Euh, discipline. mais en tout cas, c'est une activité qui gagne en popularité beaucoup au cours des dernières années. Je vous dirais que de faire du vélo en hiver dans un décor tout blanc, c'est vraiment particulier. Euh, donc voilà. Puis au parc national du Mont-Tremblant, mais il y a des activités aussi particulières parce que ce dont on a parlé, là, par exemple la randonnée, la raquette, le ski de fond, le fat bike, ça se fait un peu partout ailleurs, mais il y a des activités qui sont quand même spécifiques au parc national du Mont-Tremblant qui ont lieu cet hiver, qui sont très intéressantes. Notamment en janvier, février, mars, là, il y a une activité de yoga sur neige. Donc, souvent, on connaît le yoga chaud. Les gens ont l'habitude d'aller dans des centres où ils font du yoga Oui, à très haute température. c'est ça, c'est un petit peu Et là, contradictoire comme expression dans le sens où yoga, on pense à quelque chose qui détendant, c'est fait pour se détendre, et le froid, c'est pas reconnu pour être quelque chose qui détend les gens, au contraire. oui, mais en même temps, quand on est bien habillé l'hiver, là, le froid, souvent, on se laisse impressionner hein, par ce qu'on entend à la télé, la météo, aujourd'hui, il va faire tant. Souvent, quand on sort dehors, on se dit, ah, sais-tu quoi, il fait pas si froid que ça, on était bien, on est dans le bois, il y a moins de vent, il fait moins froid. Et donc, il y a du yoga sur neige. Donc, c'est à quelques reprises en janvier, février, mars, euh, il y a une monitrice de yoga, pas besoin d'être un expert ou une experte, juste pour s'initier à l'activité à un endroit où il y a de la neige bien tapée. Donc, c'est une séance qui dure un 45 minutes sur le bord du lac Monroe où on se rougit les joues en même temps qu'on fait quelques étirements, puis on pratique cette activité-là. Donc, c'est assez particulier. Il y en a d'autres aussi qui sont intéressantes. Bon, évidemment, il y a des petits igloos qui ont été ajoutés cette année. Vous savez, ces espèces de petites structures en plastique sur lesquelles on peut mettre de la neige pour s'assurer que Mhm. ça Qu'il n'y a s'effondre pas pas, évidemment, d'accident. là, Ouais, ouais. sur les enfants, qu'il n'y a pas d'accident. Mais c'est chouette, ça a été installé près là, du centre de découverte dans le secteur La Diable. Euh, on parle aussi là, d'activités d'observation des étoiles le soir parce que le Parc national du Mont-Tremblant fait des efforts justement pour lutter contre la pollution lumineuse, pour en faire Mhm. un endroit où on peut observer les étoiles et s'intéresser là, au mystère de l'infiniment grand. Donc, ça fait partie des choses qui sont possibles de faire. Je pense aussi à une activité d'initiation au pistage. Donc, avec une personne, un garde-parc qui connaît bien les différentes traces que sont laissées par les animaux. Mhm. On peut s'initier à reconnaître là, dans la neige la trace laissée par tel ou tel animal qui fait partie de la faune qui est dans le parc. Donc, différentes activités comme celle-là qui sont possibles de faire. Je pense aussi à un atelier sur les techniques de survie en forêt. Donc, c'est Mhm. intéressant aussi pour les gens qui s'intéressent au milieu naturel. Évidemment, quand on vient dans nos parcs, tout est bien balisé, la belle signalisation, c'est pas dangereux, mais il reste que les gens qui s'intéressent au plein air peuvent aussi se dire, ben, peut-être que si jamais, pour une raison ou une autre, un jour, il arrive quelque chose, les techniques de base, ben, ça aussi, Ouais. les gens peuvent se familiariser avec ça au Parc national du Mont-Tremblant. J'aimerais
rentrer un petit peu plus dans le sujet du Parc national du Mont-Tremblant parce que c'est de ça dont vous venez tout juste de traiter. Puis au tout début de l'entrevue, vous avez mentionné que c'est le plus ancien parc national au Québec et également, je crois, le plus grand. On en entend souvent Exact. parler, puis on entend souvent parler des différents secteurs, en particulier, je pense, le secteur de la Diable, mais pour les gens qui connaissent pas particulièrement bien ça, le parc comme moi, les gens comme moi qui le connaissent pas particulièrement bien, qui sont pas au courant du nombre de secteurs, des noms des secteurs, du type de choses qu'on retrouve spécifiquement dans chaque secteur. Serez-vous en mesure de rentrer un petit peu plus dans les détails de ça? Bien, évidemment, il y a 3 secteurs au Parc national du Mont-Tremblant. Souvent, les gens connaissent bien le secteur de la Diable parce que c'est le secteur où il y a le lac Monroe, il y a des campings qui sont très populaires dans ce coin-là, des randonnées aussi qui sont très populaires. Ceci étant, il y a d'autres secteurs aussi où il y a des belles randonnées qui peuvent être faites. Je pense au secteur de l'Assomption aussi, qui est une bonne partie du parc. Et il y a un secteur aussi, là, Saint-Donat, qui permet, qui peut accueillir les gens aussi là, pour différents types d'activités. Donc encore là, règle générale, selon les saisons, les activités peuvent varier, mais en hiver, à la CEPAC, un peu partout, la randonnée, c'est beaucoup l'activité qui est l'activité reine. Mhm. Donc, c'est dans ces différents secteurs, on va pouvoir retrouver différents types de randonnées. Puis, il y en a pour tous les types Ouais, c'est de ça. randonneurs. Lequel de ces secteurs est plus adapté à un plaisancier, oh, je m'excuse, mes chiens grattent à la porte, je m'excuse. Lequel des Pas trois de secteurs problème. est plus adapté aux gens comme moi qui font de la randonnée plus rarement, les plaisanciers qui sont pas particulièrement expérimentés, et lequel est, disons, plus reculé, dans lequel c'est des randonnées un petit peu plus difficiles, puis vraiment plus dans le fin fond du bois, là. Ouais, ben je dirais que le secteur peut-être qui est le plus achalandé, c'est le secteur de la Diable. C'est là où on retrouve Mhm. certains des sentiers les plus populaires du Parc national du Mont-Tremblant. Je pense à la Corniche, la Coulée, Sentier de la Roche, Lac des Femmes. Donc, c'est un secteur qui est quand même fréquenté, bien connu. Et c'est pas parce que on est dans un secteur en particulier qu'on retrouve qu'un seul type de randonnée. Donc, même dans le secteur de la Diable, on peut avoir des randonnées pour des randonneurs qui sont moins expérimentés et d'autres où le dénivelé est un peu plus important et pour lesquels on a besoin de peut-être un peu plus d'aptitude. Les gens qui s'intéressent à de la randonnée plus difficile, peut-être qui veulent mettre plus de kilomètres sous leur semelle, peuvent aller sur le site internet au www.cpac.com Mhm. et il y a des boucles de randonnée avec des refuges qui sont quand même plus demandantes et qui vont répondre là, aux envies de ceux qui ont envie de pousser la randonnée un peu plus loin puis d'explorer un peu plus loin. Serez-vous en mesure de me dire quelle superficie totale fait le parc national du Mont-Tremblant? On parle de 1500 OK. km². Ce De qui est quand 1500 même tout à fait km². gigantesque. C'est 5 fois l'île de Montréal. C'est 5 fois l'île de Montréal. C'est vraiment gigantesque également. Et j'aimerais un petit peu parler de l'importance d'un parc national parce que c'est pas juste la plaisance, c'est pas juste des activités. Je sais également que, je pense en particulier au parc national du Mont-Tremblant, il y a des activités scientifiques, des études qui ont lieu et c'est un lieu également de recherche, right? Exactement, parce que à la base, les parcs nationaux sont faits pour protéger des richesses Mhm. naturelles spécifiques à chacune des régions. Donc, dans les différentes régions du Québec, le gouvernement du Québec a identifié des endroits qui a désigné comme étant des parcs nationaux qui doivent être des aires qui ont un certain niveau de protection parce qu'ils représentent des richesses naturelles particulières. Si vous allez en Abitibi, vous n'allez pas retrouver la même faune ou flore que vous allez retrouver quand vous allez en Gaspésie ou si vous êtes dans les Hautes-Laurentides. Évidemment, ce ne sera pas exactement la même chose que ce que vous allez retrouver, par exemple, en Estrie. Donc, au Parc national du Mont-Tremblant, il y a effectivement tout le volet de conservation. Deux Mhm. missions principales pour la Société des établissements de plein air du Québec, donc la CEPAC. La première, c'est de conserver puis de protéger ces territoires-là et de les rendre accessibles aux gens. Donc, dans le volet conservation, qui est celui auquel vous vous intéressez présentement, ben, on mène toutes sortes d'actions pour justement préserver ces territoires-là pour que non seulement nous, on puisse en profiter, euh, mais aussi les générations futures. Vous savez Ouais. que les parcs nationaux, le contact avec la nature, c'est démontré,
il y a des bénéfices pour la santé. Donc, non seulement de faire de l'activité physique, évidemment, quand on va en nature, c'est bon pour vous, mais il est démontré, il y a des études scientifiques qui le démontrent que le contact avec la nature lui-même, c'est bon pour, ça réduit le niveau de stress, le niveau d'anxiété, c'est meilleur pour le sommeil. Il y a toutes sortes de choses qui tendent à démontrer que c'est bon Ah contre la ouais. dépression aussi. Est-ce qu'on Oui, parle absolument. mais on parle d'une randonnée quotidienne d'une heure et demie? Est-ce qu'on parle de tout simplement, il s'agirait de sortir dehors puis de comme enlacer Un un contact arbre avec ou la c'est... nature, un contact avec la nature d'une certaine durée, je pense une trentaine de minutes. On a demandé à OK. la CEPAC a demandé à un cardiologue de l'Institut de cardiologie de Montréal, le docteur Louis Bérard, de faire une grande revue littérature sur Mhm. quelles sont les études qui sont scientifiquement bien appuyées, qui Oui. démontrent que il y a des effets positifs à se rendre en nature. Là, je vous parle des espaces de la CEPAC, mais c'est aussi vrai si vous allez dans Oui. votre parc régional ou dans un parc municipal. Et il y a, comme je vous dis, des études qui le démontrent clairement. Et si vous prenez connaissance là, de cette revue de littérature-là, il y a des endroits où il est question là, des doses de plein air à partir desquelles l'effet se fait ressentir. Mais toute chose étant égale par ailleurs, le bénéfice va être plus grand en nature que, par exemple, en Oui. ville. Si vous me dites, ben moi, je fais Mhm. du jogging, parfait, c'est vrai, c'est bon pour vous. Si vous le faites en ville, ça va être bon pour vous, mais si vous le faites en nature, il va avoir un bénéfice supplémentaire. Et J'aimerais donc, parler également évidemment, un... tout ça, Oui, ouais. pardon, pardon. Allez-y, je Non, m'excuse, je vous ben, ai interrompu, voilà, allez-y. donc tout ça, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des bienfaits pour la santé. Il faut que les générations suivantes puissent en profiter elles aussi. Et c'est la raison pour laquelle on a tout le volet conservation et qu'il y a des projets qui se mènent dans les différents parcs du Québec. Dans la région au Parc national du Mont-Tremblant, je pense beaucoup à la conservation des loups parce que c'est un endroit Oui, c'est où ça. il y en a encore et où euh, les loups sont une partie importante d'un écosystème en santé. Donc, il y a toutes sortes de travaux qui ont été menés là-dessus. Et, par exemple, partout au Québec, il y a toutes sortes de défis selon les endroits qui se présentent auxquels nos équipes en conservation s'attaquent. Que ce soit plus au sud du Québec, il y a des défis liés au réchauffement climatique, des espèces de plantes envahissantes, des espèces aquatiques envahissantes. Donc, on cherche à mettre en place des mesures pour protéger les territoires pour qu'ils conservent leur richesse. Là. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi, s'il vous plaît, la présence de loups est indicatif d'un écosystème en santé? Parce que je me souviens, je pense il y a quelques années, je me souviens avoir lu quelque chose sur quoi les loups gris ou les loups noirs étaient revenus au parc national de Yellowstone et que ça, c'était une nouvelle extraordinaire parce que ça indiquait un niveau de santé élevé pour la nature et l'écosystème de cet endroit-là. Pourquoi est-ce que le Exact. loup, c'est le baromètre selon lequel la santé de l'écosystème est mesurée? Ben, en fait, c'est un des facteurs, mais ce qu'on comprend, c'est que lorsqu'il y a le loup dans l'écosystème et qu'il se porte bien, c'est parce qu'il trouve lui-même sur le territoire qu'il habite tout ce qu'il faut pour remplir ses propres besoins. Donc, s'il y a du loup, c'est qu'il y a du gibier et que donc ce gibier-là habite le même territoire, il trouve donc tout ce qu'il faut pour se nourrir, pour répondre à ses besoins. Et Mhm. donc, quand on a l'ensemble de ces facteurs-là qui sont rassemblés, on a la démonstration d'un écosystème en santé, même si certaines personnes peuvent se dire, bon, mais le loup, c'est un prédateur. C'est important qu'il y ait dans un écosystème aussi cet équilibre-là. C'est On ça. le voit dans dans d'autres écosystèmes où on pense par exemple à toute la saga qu'il y a présentement dans la région de la Montérégie sur le nombre de cerfs. Par exemple, à la ville de Longueuil, qui a des Mhm. projets sur Mhm. la surpopulation de cerfs. Mais quand on manque de prédateurs dans un écosystème, ça peut amener des débalancements comme ceux qui posent problème. Et donc, quand on a des loups, comme dans le cas du Parc national du Mont-Tremblant, ben, c'est aussi le signe d'un écosystème là, qui est en équilibre. C'est ça. Donc, si je comprends bien, sur l'échelle des prédateurs, le loup étant le plus haut, si tout est en place, s'il y a une présence du loup, c'est parce que tout en dessous est en place dans l'écosystème. C'est ça le signe indicateur. Est-ce qu'on pourrait donc dire que
j'essaie de faire un lien. Est-ce qu'on pourrait donc dire que c'est la même chose dans l'eau, le requin étant le prédateur en haut? S'il y a des requins dans un bassin d'eau, c'est parce que en dessous de lui, tout est en place pour un écosystème en santé, puis ce serait également indicateur d'un bassin d'eau en santé. Pour débattre d'un écosystème comme celui, un écosystème marin ou même celui des loups, là, on a des experts avec lesquels vous pourriez vous entretenir, qui vous en parleraient avec beaucoup plus de compétences que moi. Ma compréhension du dossier est plus superficielle que ceux qui ont les deux mains dedans. Par contre, il est évident là, que vous pourriez sans problème trouver des gens pour vous entretenir là, des écosystèmes marins. Pas de trouble. Autre question pour vous maintenant. Ouais. Autre question pour vous au niveau de la création du Parc national de Mont-Tremblant. Est-ce que ça fait combien de temps? C'est en quelle année? Le Parc national du Mont-Tremblant a été créé en 1895. Donc, 1895. Il y a eu 125. Oui, il y a eu 125 ans, il y a pas longtemps. À l'origine, ma question par rapport à ça, oui, c'est ça. Oui. Ma question par rapport à ça, c'est est-ce que c'était plus réactif ou proactif? Est-ce qu'en 1895, on a vu une détérioration de la nature, de la faune, de la flore dans le secteur, puis on s'est dit, il faut qu'on protège ça? Ou est-ce qu'on a été proactif, on a vu à l'avance, puis on s'est dit, on veut éviter ce type de choses-là, donc on agit maintenant avant qu'on ait des conséquences dans un futur approché? À l'origine, la création du parc du Mont-Tremblant est liée à une initiative d'un médecin qui cherchait un endroit pour faire un sanatorium pour les gens qui avaient des problèmes pulmonaires là, et donc qui voulaient profiter de l'air pur de l'endroit pour en faire bénéficier des gens qui avaient des maladies pulmonaires. Ensuite, au fil du temps, la dénomination là, de parc national est arrivée plus tard dans les années 70, mais le parc national du Mont-Tremblant, c'est le premier à l'intérieur du réseau de la CEPAC qui a eu une désignation spécifique de parc qui devait servir à certaines activités particulières comme celle que je vous parle reliées à la santé. Toute la vocation de conservation est venue au fil du temps, au fil des ans, mais à l'origine, la démarche en était plus une liée à de la santé. Puis encore là, ça fait un lien avec ce dont on parlait, là, le contact avec la nature. Et c'était à l'initiative d'un médecin. Là. OK, donc initiative pour la santé des gens avec des problèmes pulmonaires, et c'est à quel moment est-ce que le gouvernement ou qu'une organisation gouvernementale a pris le relais puis a fait en sorte que c'est devenu une aire protégée? La désignation exacte, l'année exacte, je n'en suis pas certain. Je sais que il y a une loi sur les parcs nationaux qui est arrivée dans les années 70 et c'est à la fin des années 1990, donc la CEPAC est devenue gestionnaire des parcs nationaux du Québec en 1999. Donc auparavant, c'était sous la houlette du ministère de l'Environnement ou selon le gouvernement de l'époque, là, ça a pu changer l'ancrage. Mais au fil des ans, les statuts des territoires ont évolué en fonction de la conscientisation aussi que la société avait aux problèmes qui ont pu naître aussi. La situation à la fin du 19e siècle en termes environnementaux est pas nécessairement la même que celle qu'on vit aujourd'hui. Donc, les gouvernements, au fil des décennies, se sont adaptés à ces nouvelles réalités-là en donnant des statuts de protection supplémentaires. C'est ça. Est-ce que au niveau protection, au niveau urbanistique, si on veut, qu'est-ce qui définit le territoire d'un parc national? Est-ce qu'il y a-t-il des servitudes de non-construction? Est-ce qu'il y a-t-il des zones blanches? Qu'est-ce qui définit ce territoire-là au niveau, en guillemets, urbanistique? Il y a des critères, bien évidemment, là, il n'y a pas de promotion de développement urbain qui se fait à l'intérieur des frontières d'un parc national. C'est un territoire qui est désigné en fonction de critères d'une organisation internationale, donc pour la conservation et la récréation. Donc,
c'est un type de territoire qui doit être conservé, mais comme je vous parlais tout à l'heure, il y a il y a un volet accessibilité aussi. Donc, ce n'est pas une Mhm. aire qui est sous une cloche de verre et auquel personne ne peut accéder. Il y a aussi il y a des zones à l'intérieur des parcs nationaux qui sont plus fragiles, dans lesquelles on peut pas accéder, mais néanmoins, à l'intérieur de ces territoires-là, il faut que la population québécoise, à qui ces territoires-là appartiennent, puisse aussi en profiter. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a des sentiers à différents endroits qui permettent aux gens aussi là, d'en profiter. Puis, en faisant contact avec ce milieu-là, ben, ça les sensibilise aussi à l'importance de les protéger, là. Mhm. Vous avez dit c'est important que les gens auxquels appartiennent ces territoires-là puissent y avoir accès. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que ce territoire-là n'appartient pas au gouvernement, ça appartient à des particuliers, ça appartient à des personnes, mais c'est sous gouvernance de la Non, non, CEPAC. Comment ça fonctionne? non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que ces territoires-là appartiennent à la population. Donc, Ah, ok, d'accord, d'accord, d'accord. ils appartiennent au gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec Ok, est dirigé par les représentants élus ok. Pour les de citoyens, notre oui. population. Donc, ce sont des territoires publics, là. Tout ce que la CEPAC Mhm. gère, que ce soit les parcs nationaux, les réserves fauniques, les établissements touristiques qui sont sous sa gouverne, appartiennent au gouvernement du Québec, donc aux Québécois. Qu'est-ce qu'il faut pour en créer un nouveau? C'est le Est-ce qu'il y en gouvernement du a Québec. à chaque année qui sont créés? Ça fonctionne comment? Il y en a pas à chaque année qui sont créés. Le dernier qui a été créé, c'est le parc national d'Opémican dans le Témiscamingue, qui est devenu le 23e parc national du réseau de la CEPAC. Il y a d'autres projets qui sont dans les cartons du gouvernement du Québec, mais c'est vraiment lui là qui est responsable de décider si un territoire euh, mérite d'être désigné parc national. Et une fois qu'il est désigné et que ses frontières sont établies, légalement, ben là, il en transfère la gestion à la CEPAC, puis c'est à partir de ce moment-là que nous, on les préserve et on les met en valeur pour que les Québécois puissent en profiter. Je suis absolument intrigué, intéressé par ce que vous venez de dire, dans le sens le mérite qu'a un territoire de devenir parc national. Malheureusement, ça fait déjà 23 minutes qu'on se parle de ça. Mais pour une prochaine fois, peut-être, parce que c'est extrêmement intéressant, puis je pense que c'est important que les gens sachent ce qui définit un territoire qui mérite d'être protégé. Donc, peut-être une autre fois, mais pour cette fois-ci, ça va être tout. Je vous remercie énormément d'avoir été des nôtres. C'était vraiment, vraiment fascinant. Puis, on se croise les doigts pour que vous repassiez peut-être l'année prochaine. Ben, avec plaisir, donnez-moi un coup de fil. Merveilleux. Merci beaucoup, M. Bourret. C'était super agréable. Au plaisir.